Yo les binge watchers et bienvenue sur la chaîne qui décrypte pour vous les œuvres de la pop culture actuelle, Coffee and Freaks. Mon jour un peu spécial sur la chaîne puisqu'on va enfin analyser un long métrage et qui plus est un long métrage qui m'a particulièrement plu et qui ne manque pas de rappeler aux cinéphiles les plus aguerris une douce époque où le film indépendant régnait quasiment en maître sur le game. Je parle bien évidemment de Malcolm and Marie, diffusé le 5 février dernier sur la plateforme Netflix et co-scénarisé et réalisé par Sam Levinson, qui n'est autre que le showrunner de la série Euphoria. Et il faut savoir que pour analyser une œuvre de Sam Levinson, il faut obligatoirement parler de Sam Levinson, puisque comme vous pourrez le constater tout au long de cette vidéo, une grande partie de ses œuvres sont littéralement inspirées de ses expériences personnelles et de sa vie en général. Donc bien sûr, on va parler de Malcolm and Marie, mais pour pouvoir bien analyser cette œuvre, il va falloir obligatoirement passer par exemple par Euphoria. Bon ok, recontextualisons un peu. Après avoir fait ses armes en tant que scénariste pour HBO, Sam Levinson se lance derrière la caméra du petit indépendant horrifique Assassination Nation, dont on aura d'ailleurs l'occasion de reparler durant cette vidéo. La presse est assez mitigée, mais le concept politiquement incorrect de l'œuvre plaît énormément aux distributeurs, ce qui lui vaut une sortie mondiale et lance officiellement Sam Levinson dans le game. À partir de là, ça ne s'arrête plus pour le réalisateur. Seulement un an après la sortie mondiale d'Assassination Nation, Sam Levinson revient à bord du navire HBO et porte au petit écran l'une des séries les plus iconiques de 2019, à savoir Euphoria. Teen drama qu'on ne présente évidemment plus, tant la première saison avait été acclamée à la fois par la presse et le public. Une première saison qui couronnera au passage son actrice principale, la jeune Zendaya, d'un Emmy Award amplement mérité. Zendaya que l'on retrouve d'ailleurs à l'affiche de ce tout nouveau projet de Levinson, aux côtés de John David Washington, qui n'est autre que le fils prodige d'un véritable monstre de l'acting, à savoir Denzel Washington. Donc John David Washington que vous avez d'ailleurs pu récemment découvrir dans Tenet ou encore Black Landsman. Bon alors comme ça, le pitch de Malcolm and Marie, un long métrage en noir et blanc et tourné en 35 mm, peut paraître assez simple. Malcolm, un jeune homme à l'aube de sa carrière de cinéaste, rentre avec sa femme Mary de l'avant-première de son film. C'est alors qu'une dispute éclate entre le couple. En effet, le réalisateur a oublié de mentionner le nom de Mary lors des remerciements. Mais contrairement aux apparences, Malcolm and Marie est clairement loin d'être un projet comme les autres, rien que de par son contexte même de production. Et c'est justement sur ce point qu'on va s'arrêter 5 minutes. Miné par le report de la seconde saison d'Euphoria qui était très attendu par la fanbase, Sam Levinson se remet en selle et scénarise l'idée de Malcolm and Marie en moins de 6 jours avec l'aide de Zendaya, qui en plus du rôle principal, occupe également les postes de co-scénariste et de coproductrice sur le projet. Un emploi du temps qui a donc dû être très chargé pour Zendaya et Levinson, qui ont d'ailleurs également collaboré sur le premier special épisode d'Euphoria, diffusé cet hiver sur HBO. D'ailleurs les binges, n'hésitez pas à me préciser si vous aimeriez une petite vidéo autour des 2 special épisodes d'Euphoria, puisque personnellement je les ai adorés, et en général de toute façon j'adore Euphoria et j'adore le travail de Levinson, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez peut-être 1 ou 2 vidéos sur les special épisodes et sur globalement Euphoria. Bon, on l'aura compris, Zendaya n'a clairement pas le temps pour l'apocalypse, et elle a bien raison, puisqu'un simple coup de fil passé à Levinson afin de le motiver à réaliser un film pendant cette période un peu difficile fera émerger un souvenir dans l'esprit du showrunner, un souvenir qui sera à l'origine même du scénario de Malcolm and Marie. Pour comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, et plus particulièrement en 2018. Nous sommes, pour être vraiment précise, le soir du 21 janvier 2018 à Park City dans l'Utah, et Sam Levinson est sur le point de voir son film Assassination Nation être diffusé en avant-première au Sundance Film Festival. Bien sûr, Levinson, de par son nom, est très loin d'être un inconnu du très élitiste gratin hollywoodien. Et pour cause, son père n'est autre que Barry Levinson lui-même, un véritable mastodonte de l'industrie qui a notamment réalisé Good Morning Vietnam, Rain Man ou encore Des Hommes d'influence. Un papa qui pèse lourd donc. Mais nous sommes au Sundance Festival, les binges, et Sam Levinson a encore ses preuves à faire dans ce milieu où même le nom n'assure pas forcément une carrière prometteuse. Et ce soir, le réalisateur perd totalement son sang-froid. Non seulement le jeune homme à peine reconnu dans le milieu doit faire face à une armada de critiques, mais en plus la production d'Assassination Nation a été un véritable shit show de bout en bout. Complètement paniqué, Sam Levinson commet une énorme gaffe quand vient le moment de remercier l'équipe du film, puisque celui-ci oublie complètement le nom de sa propre femme, Ashley, pourtant coproductrice du projet à l'époque. Bon, et évidemment, cette petite omission du showrunner n'a pas pris les mêmes proportions que dans Malcolm and Marie, mais elle donnera naissance à l'idée sur papier. Le cinéaste décide donc d'extrémiser cette situation en se posant une question simple qu'il révélera d'ailleurs dans une interview pour Deadline, que je vous laisse en barre d'infos. Comment pourrais-je rendre le problème plus grave et lui permettre de retirer les différentes couches de leur relation? Bon alors, en dehors du fait que cette anecdote est quand même assez stylée, j'ai voulu commencer la review par cette info pour une raison bien précise. Vous faire comprendre l'une des principales caractéristiques du cinéma de Sam Levinson, à savoir la réflexivité de ses œuvres. Bon, pas de panique, on va un peu expliquer tout ça. Au cinéma, la réflexivité ou encore mise en abîme est un concept qui désigne vulgairement un film dans un film. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le terme est
est très vaste et peut autant désigner la citation d'un film dans un autre film, mais également la citation de la vie du cinéaste ou même du contexte de production du film en question. Donc petit exemple, quand Levinson fictionnalise un souvenir personnel, comme le fait d'avoir oublié le nom de sa femme lors des remerciements, il crée systématiquement une forme de réflexivité entre sa vie et son œuvre, à savoir Malcolm and Mary. Et ça, ce n'est pas seulement propre à Malcolm and Mary, puisque Euphoria est également un véritable miroir reflétant l'histoire de son propre auteur. En effet, tout comme la protagoniste d'Euphoria, à savoir Rue Bennett, Sam Levinson ne cache pas avoir été lui-même dépendant aux drogues dures, à avoir fait une overdose et à être passé par la case désintoxication. L'histoire de Rue se révélera ainsi comme une forme de thérapie pour son propre créateur, une manière de transmettre indirectement son récit, son vécu et son ressenti en tant qu'ex-addict. Bon, et maintenant qu'on a posé un peu les bases, je vais un peu vous expliquer comment va se dérouler cette analyse. Donc dans une première partie, on va vraiment s'intéresser à l'aspect narratif de l'œuvre, donc vraiment on va s'intéresser à l'intrigue, à la manière dont elle se structure, et on va également avoir une petite partie qui va parler de toute la polémique qu'il y a pu avoir autour de Malcolm and Mary, parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a eu une très grosse polémique ces 2 dernières semaines autour de la critique presse, notamment de la critique presse américaine, et de Malcolm and Mary. La deuxième partie, quant à elle, va être un peu plus petite et va se concentrer aussi sur la partie esthétique de l'œuvre. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut s'y mettre. Deux phares percent à vif une douce nuit californienne, tel un lever de rideau symbolique. Un jeune couple brise alors le calme quasi religieux d'une villa plantée au beau milieu d'un nulle part très hollywoodien. Et Mary, incarnée par une Zendaya déterminée à marquer 2021, traverse alors imperturbable un long couloir la distanciant de son conjoint Malcolm. La villa prend alors doucement vie sous le rythme intemporel d'un James Brown déchaîné. Malcolm, complètement euphorique, se prête alors à une petite danse de la victoire tarantinesque et pour cause, son film projeté en avant-première le soir même a été ovationné par la critique et notamment par une journaliste du très prestigieux Los Angeles Times. Cette fameuse journaliste, que le cinéaste qualifie avec ironie de White Girl from the LA Times, semble désormais totalement séduite par l'univers du cinéaste. Et il n'en fallait pas plus pour que Malcolm se lance à corps perdu dans un monologue et invective la critique sans aucune pitié. On assiste alors, selon moi, à une partie très intéressante de Malcolm and Mary, et si ce n'est la plus intéressante, puisque Sam Levinson va littéralement prendre les critiques à leur propre jeu, permettant au passage d'ouvrir un débat concernant le fonctionnement de l'industrie cinématographique de nos jours. Au cours de cette scène, Malcolm pointe notamment du doigt l'élitisme de la critique américaine et sa fâcheuse tendance à vouloir tout étiqueter. En tant que réalisateur afro-américain, Malcolm a l'impression d'être directement catalogué par la presse comme cinéaste politisé. Or, pour le réalisateur, le fait que sa protagoniste soit afro-américaine n'a aucun lien avec le sujet même du film, qui est l'addiction et la désintoxication. Bon, en gros, Malcolm accuse les critiques de faire une sorte de récupération politique et médiatique de l'actualité à travers leurs reviews, et au détriment du film et du réalisateur. Bon, alors cette petite confrontation avec la presse va être mise en lumière à travers 2 quasi-monologues. Donc je parle de quasi-monologues, parce que bien évidemment ce ne sont pas des monologues, ils sont dits dans le contexte de dialogue, mais là vraiment, Malcolm ne laisse même pas le temps à Mary de répliquer, donc clairement ce sont presque des monologues finalement. On parlera justement de la réaction de Mary un peu plus tard, mais là on va vraiment s'intéresser à Malcolm. Donc le premier monologue va vraiment se situer au tout début du film, donc c'est celui qu'on est justement en train d'analyser, qui se situe du coup dans le premier acte, parce que vous verrez que j'ai un peu structuré l'œuvre en actes pour qu'on se repère un peu mieux. Donc là on est vraiment dans le premier acte de l'œuvre, Malcolm est en train d'invectiver la presse, et Mary pour l'instant reste de côté et va plus tard répliquer à ses propos. Et le second va se situer beaucoup plus tard dans le film, mais toujours via Malcolm. Donc pour l'instant on ne va pas s'intéresser à la deuxième partie, on y viendra un peu plus tard dans cette vidéo, mais la chose à savoir, c'est que le LA Times, donc le vrai LA Times pour le coup, n'a pas du tout aimé Malcolm and Mary, et pire, ils ont vu ça carrément comme une attaque personnelle. Donc une petite polémique a fait rage autour de la critique, et notamment autour de Malcolm and Mary et de ces 2 scènes qui ont posé problème donc à la critique, et je voulais absolument apporter mon grain de sel à ce petit débat, bon, déjà parce que j'aime bien le drama, mais aussi parce que je trouve que la critique en fait clairement trop. En effet, le fameux LA Times a fait les calculs, et techniquement il n'y a que 2 femmes exerçant le métier de critique au sein de leur rédaction, et l'une d'entre elles, à savoir Katie Walsh, se souvient très bien de Sam Levinson, puisque celle-ci avait pondu une review bien cinglante concernant Assassination Nation. Décidément, tout nous ramène à ce film. Il n'en fallait pas plus pour qu'une petite polémique s'installe du côté du LA Times, puisque pour eux, Malcolm and Mary serait en réalité une sorte de déclaration de guerre contre leur rédaction. Les journalistes décident donc de répondre très fort à cette attaque, en publiant une review bien salée de Malcolm and Mary, avec un titre ravageur qui ne laisse pas de doute. Zendaya est super,
super, le reste de Malcolm and Mary pas tellement. Bon alors je ne vais pas vous faire toute une traduction de la critique bien sûr, mais je voulais tout de même citer certains passages bien cinglants. Ce dialogue de Malcolm constitue pratiquement un manuel sur la mesquinerie humaine. Qu'il se laide ou non à un fantasme de vengeance à peine voilé et verbalement abusif, il semble avoir beaucoup à évacuer sur la critique en général. Un défoulement en grande partie enraciné dans une faible opinion, prévisible, de leur qualification professionnelle. Si je viole la règle de Malcolm de ne pas sauter aux conclusions sur les intentions d'un artiste, je dois avouer que je n'achète pas Malcolm comme un personnage, qu'il me semble beaucoup plus proche d'un très beau et d'un très bruyant porte-parole du point de vue artistique fastidieux et réactionnaire de quelqu'un d'autre. Et le critique finit sa review par une dernière petite pique. À un moment donné, Malcolm dit à Mary « Rien de tout cela n'est nécessaire ». La critique du LA Times est du même avis. Bon alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les binges, parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce débat entre Malcolm and Mary et la presse, mais d'après moi, leur réaction illustre parfaitement ce qu'exprime Sam Levinson dans son œuvre. Au lieu de réagir dans les règles de l'art, le LA Times a cédé à la facilité et est tombé tête la première dans le piège. Obsédé par l'idée de répondre fort, le journaliste en a oublié d'être objectif vis-à-vis du film dans sa globalité. Et ça, c'est un gros problème. Parce que là, on se retrouve non pas avec une critique de Malcolm and Mary, mais avec une critique de seulement 2 scènes du film. Et je trouve ça vraiment injuste de se venger en tronquant l'idée du long métrage de cette manière. On ne peut tout simplement pas réduire 1h45 de dialogue à seulement 2 scènes dans lesquelles Malcolm se défoule verbalement contre la presse. Et finalement d'en conclure qu'il ne vaut limite pas la peine d'être vu. Et même si Levinson pense viscéralement tout ce qu'a pu exprimer Malcolm lors de ce dialogue, c'est littéralement son droit le plus fondamental en tant qu'artiste. Est-ce qu'il existe une loi qui interdit la critique de critique? I don't think so. Et non, je ne crache pas dans la soupe. Perso, j'adore vous préparer des reviews sur YouTube, les binges. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Je pense que les reviewers d'internet sont diamétralement opposés au monde de la critique journalistique. Pourquoi? Tout simplement parce que même les reviewers les plus populaires, et ceux que vous suivez très certainement, sont systématiquement marginalisés par ces mêmes critiques journalistiques, qui ont d'ailleurs un contrôle monstre sur le game. Le monde de la critique ciné-presse, que ce soit en France ou même aux États-Unis, est très sélectif. Les rédactions comptent en général très peu de journalistes spécialisés dans ce domaine. Conséquence, les places sont fucking chères. Donc oui, dans un sens, je suis plutôt en phase avec Malcolm sur ce point. Les critiques presse sont historiquement et viscéralement élitistes, même s'ils veulent vous faire croire bien évidemment le contraire. Autre chose que Malcolm souligne dans son premier monologue, la politisation médiatique de ses œuvres. Bon là on passe à un sujet beaucoup plus touchy et beaucoup plus tabou. Un point sur lequel le LA Times n'est d'ailleurs pas revenu dans sa critique, ce qui me paraît assez révélateur en soi. Mais trop tard, Malcolm ne va pas se contenter de tourner autour du pot et va argumenter avec une minutie furieuse ses propos. Des propos qu'il faut analyser avec tout autant de minutie pour pouvoir en saisir toute la subtilité. Mais ce qui est important de remarquer ici, c'est l'attitude de Mary durant cette scène. En effet, la jeune femme n'est pas forcément en phase avec le point de vue de Malcolm, et ça, on peut le noter rien qu'à la mise en scène. Mary est à l'extérieur, au seuil de la porte-fenêtre, tandis que Malcolm, bruyant as fuck, fait les 100 pas à l'intérieur de la maison, jouant ainsi avec le champ et le contre-champ de la caméra. Le contraste est ici totalement obvious, un contraste qui ne va que s'amplifier avec les dialogues. Malcolm accuse la presse de politiser ses films, pourtant c'est bien lui qui est en train d'écrire un biopic sur Angela Davis, lui rétorque Mary. Puis il finit par tacler leur élitisme académique, mais lui aussi a suivi un cursus universitaire, réplique-t-elle. De cette manière, Levinson ne laisse jamais le dernier mot à l'assaillant et révèle presque l'intention première du film, celui d'ouvrir un débat, un dialogue argumentatif d'égal à égal. Un film se politise-t-il par essence, de par son contexte historique et social, indépendamment du message initial, ou ce pouvoir n'appartient-il au contraire qu'au cinéaste? Non, par contre, ne me regardez pas comme ça les binges, parce que c'est certainement pas moi qui vais vous répondre. Bah oui, quand on y réfléchit 5 minutes, Malcolm et Mary ont en quelque sorte tous les deux raison sur ce point, et peut-être que la vérité se situe justement entre ces deux opposés. Mais ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que Mary contrebalance continuellement les propos de Malcolm, et ne dit pas amen à tous ses arguments, contrairement à ce que semble maladroitement suggérer le LA Times dans sa critique. Mais fermons cette parenthèse autour de la critique, et replongeons-nous dans l'intrigue une fois pour toutes. Malcolm, bien trop galvanisé par sa soirée et bien trop occupé à fustiger à son tour la critique, ne remarque pas encore le fake smile se dessiner sur le visage on flic de Mary. Parce que oui, à l'image des fameuses mac and cheese que Malcolm s'apprête à dévorer, quelque chose d'autre est littéralement en train de bouillir en silence, attendant patiemment l'implosion. Ce soir n'est certainement pas un soir de fête pour Mary qui intériorise depuis un bon moment. Mais comme toute bonne chose, la patience a ses fucking limites, et ça Malcolm est justement sur le point de le découvrir. Le spectateur a à peine le temps de comprendre qu'il vient de mettre les pieds au beau milieu d'un futur champ de bataille amoureux que les hostilités sont déjà lancées. Alors que la discussion diverge doucement vers l'actrice principale du film de Malcolm, l'atmosphère s'alourdit de plus en plus jusqu'à son point de non-retour. That's it, les limites sont clairement dépassées pour Mary qui lâche alors le fruit de sa rancœur. Non seulement Malcolm a oublié de la mentionner lors des
des remerciements, mais en plus, le film en question est directement inspiré de son propre passé d'ex-toxicomane. S'ensuit une scène quasi burlesque dans laquelle Malcolm, piqué dans son estime, se goinfre littéralement de mac and cheese tout en balançant des reproches juste horribles à Marie, qui est à l'autre bout de la villa. Alors qu'on se le dise, c'est clairement l'une de mes scènes favorites, notamment parce qu'elle illustre avec humour ce degré d'intimité qui peut très vite tourner au what the fuck quand on est en couple et qu'une dispute se profile à l'horizon. La crise de couple, la fameuse, celle qui commence à 1h du matin pour se finir au lever du soleil, celle où t'as l'impression d'être devenu un fucking négociateur pour le GIGN. Ouais, tu sais très bien ce que je veux dire, mon petit binge. Et ça, Levinson le sait pertinemment, puisque sa cinématographie consiste justement à fictionnaliser de tels instants du quotidien, un pouvoir de l'intimisme que l'on pouvait déjà facilement repérer au sein d'Euphoria. Bon, et si vous m'avez bien suivi il y a 5 minutes les binges, vous avez sûrement percuté un truc là tout de suite. Et oui, le passif d'ex-toxicomane de Marie, et globalement toute l'idée du film de Malcolm, font étrangement penser à Euphoria, et plus particulièrement à l'histoire de sa protagoniste, Rue Bennett. Outre le fait que l'interprète même de Rue, à savoir Zendaya, prête également ses traits à Marie, la ressemblance est d'autant plus frappante lorsqu'on écoute Malcolm pitcher le personnage d'Imani tout au long du film. Une jeune femme dépendante à la drogue qui fera une overdose et passera par la désintoxication. L'histoire d'Imani est donc une subtile mise en abîme d'Euphoria, mais pas que, puisqu'elle fait également référence au propre passif de Sam Levinson. Donc vous avez encore un exemple assez obvious de ce qu'est une mise en abîme. De la Soul envahit désormais la villa tel un troisième personnage. I Forgot to Be Your Lover de William Bell prend ainsi la forme d'un message d'excuse subliminal de Malcolm à Mary. Mais le message en question ne passe pas. Pire, Mary s'éclipse subitement au cœur du paysage. Cette disparition stoppe temporairement la playlist de Malcolm et l'architecture minimaliste de la maison reprend ses droits. Ce changement d'ambiance marque ainsi le deuxième acte de Malcolm and Mary, décidément tout aussi proche du geste théâtral que cinématographique. C'est l'heure tant attendue des explications pour le couple. À partir de là, la confrontation va monter en crescendo. On assiste alors à un jeu du chat et de la souris infernal où les deux parties lâcheront toute leur rancœur personnelle. Durant leur quasi-monologue, Zendaya et John David Washington se laissent à peine le temps de respirer tant ils sont emportés par le flot de l'intrigue. Même impression du côté spectatoriel puisque je suis à ce stade complètement happé par cette interminable dispute. Dès les premières minutes, le ton est donc donné. Ce film ne cédera pas à une représentation idyllique et surstandardisée du couple américain. Plus qu'une simple vision manichéenne du couple, Sam Levinson préfère nous proposer une mosaïque d'émotions, des morceaux de réalité perdus au cœur d'une fiction. Au travers de ces disputes, le cinéaste nous invite à réfléchir au rapport de force qui régit un couple et nous livre une vérité cinématographique qui se défarde au fil des minutes. Un peu à l'image de Mary qui, après avoir encaissé l'un des meilleurs monologues de John David Washington, je parle bien évidemment de la scène de la baignoire, se détache de son apparat hollywoodien pour emprunter une tenue plus simple et épurée. Tombe alors la fameuse critique du LA Times, un événement qui marquera le début d'un troisième acte, cette fois totalement centré sur les défaillances de l'industrie cinématographique. Lors de cette conversation, on comprend que cette rancœur de ne pas avoir été remerciée cache une vérité bien plus deep pour Mary, celle de ne pas avoir été castée pour le rôle d'Imani. Pour Mary, le cinéma est une question de réalité et d'authenticité. Elle a traversé cette histoire, a vécu la réalité de la dépendance, donc forcément son interprétation aurait eu beaucoup plus de poids, de profondeur ou même de force que celle de Tyler, l'actrice qui a été finalement choisie par l'équipe du film. À cet argumentaire plutôt émouvant, puisqu'on sent bien que ce rôle était viscéralement fait pour elle, Malcolm n'a en gros qu'une seule réponse à donner. You didn't try, tu n'as pas essayé. Une réaction digne d'un producteur, et pour cause, le rôle de cinéaste va bien au-delà de la réalisation pure et simple, puisqu'un bon nombre de ses tâches professionnelles sont également liées à la production, et notamment au choix de casting. Malcolm n'agit donc plus en simple artiste, mais également en homme d'affaires. Pour lui, le cinéma doit offrir une illusion du réel, mais en aucun cas la reproduire fidèlement. Contrairement à Mary, Malcolm prône un cinéma dirigé par les émotions et l'illusion, une confrontation d'idées qui est quasiment traditionnelle dans l'histoire du cinéma. En effet, il existe une sorte de débat sans fin qui consiste à opposer un cinéma dit authentique, ou cinéma vérité, avec un cinéma de fiction dirigé par la forme et l'émotion que peut dégager un film. Donc, bien sûr, ce débat entre le couple finit en hurlement, puisqu'encore une fois, aucun des deux n'a tort ou raison. Le cinéma de l'authenticité ou cinéma vérité et le cinéma de fiction ou d'illusion sont littéralement faits pour graviter l'un autour de l'autre, à jamais, à l'image de Malcolm et Mary. Et avant de nous laisser, Levinson nous offre une dernière scène magistralement enragée. Histoire de clore cette discussion avec classe, Mary se saisit d'un couteau et démontre à Malcolm, ainsi qu'au spectateur, l'essence même de l'acting. L'acting, ce n'est pas une démarche, un charisme, une attitude, un maquillage jeune flic, une robe de couturier et des tapis rouges. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Mr. Robot, la qualité
qualité d'une performance réside dans la capacité du comédien à s'oublier lui-même et à se pousser dans ses retranchements. Et voilà pourquoi Zendaya est la plus jeune actrice à avoir reçu un Emmy, parce qu'elle a très vite compris l'essence même de l'acting. Pas étonnant lorsqu'on sait que la mère de Zendaya est professeure à la Shakespeare Theatre School, qui est quand même l'une des écoles d'acting les plus réputées à Los Angeles. Avant de passer par la case Disney, l'actrice s'est d'abord intéressée à l'acting via le médium théâtral, ce qui lui a donné dès le départ le goût des dialogues, de l'espace scénique, de la gestuelle. Et ça se voit dès les premières minutes de Malcolm and Mary ou même d'Euphoria. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'adore cette actrice. De la tendresse au sarcasme, de la colère aux crises de larmes, la caméra de Levinson alterne donc entre ces différentes émotions, exposant au passage son idée de l'art cinématographique. Pour le showrunner / cinéaste, le cinéma ne peut être qualifiable et se soustrait à quiconque tente de le définir, de le comparer ou de le politiser. Ni authentique, ni purement fictionnel, ni en salles obscures, ni sur petit écran, le cinéma est une entité qui s'adapte, disparaît pour mieux réapparaître. L'histoire nous a d'ailleurs appris que les contraintes extérieures ont toujours aidé le cinéma à se renouveler alors qu'il rencontrait lui-même une période de crise. En témoignent les mouvements de la nouvelle vague française ou encore du néo-réalisme italien. Et Malcolm and Mary se révèle donc contre toute attente comme une illustration quasi scolaire de cette idée. Avec une intrigue simple, peu de décors et une équipe de tournage très réduite, on réapprend à aimer le cinéma pour ce qu'il a de plus simple et de plus beau. D'un point de vue purement photographique et cinématographique, je ne peux d'ailleurs qu'applaudir le travail de Sam Levinson. La caméra joue avec l'espace, la musique avec l'intrigue, les acteurs avec le dialogue, créant ainsi une chorégraphie visuelle et sonore vraiment théâtrale. Bon les binges, je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, à donner votre propre avis en commentaire ou à liker cette vidéo si elle vous a plu. À plus!